Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur un sacré coup de froid dans les relations entre Moscou et Paris. L'opposition dénonce ce soir l'attitude de François Hollande après la décision de Poutine de reporter sine die sa visite. Le président français, quant à lui, met en avant son désaccord profond sur le dossier syrien. Alors que penser de la stratégie diplomatique de la France? Le débat est à suivre avec de nombreux invités à notre compagnie. Colère et consternation des policiers après la DAC à Viry-Châtillon. Les policiers ont exprimé leur inquiétude et leur écœurement d'être ainsi pris pour cible. Et tandis que la polémique politique enfle, Manuel Valls a promis des voitures de police anti-caillassage. Mais au-delà de ces moyens, de quoi ce grave épisode est-il le révélateur? C'est le thème du match des idées qui opposera tout à l'heure Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, et l'éditorialiste à Valeurs Actuelles, François Dorcival. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, j'accueillerai mes premiers invités pour le débat. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Des locaux neufs, propres et surveillés. La première salle de consommation de stupéfiants à moindre risque ouvre ses portes dans les locaux de l'hôpital Lariboisière de Paris. Ici, les toxicomanes ont accès à du matériel stérile et à usage unique afin d'éviter tout risque de contamination. Malgré les polémiques, Marisol Touraine se félicite de l'ouverture de ce centre qui répond avant tout à des impératifs sanitaires. Nous ouvrons un espace à destination de personnes qui s'injectent des drogues et qui sont marginalisées, exclues, que l'on n'arrive pas à atteindre avec les dispositifs de santé et de prévention qui existent. J'insiste là-dessus. Économie. STX, groupe coréen propriétaire des chantiers navals de Saint-Nazaire, cherche à revendre cette branche. Un fonds d'investissement sino-britannique est sur les rangs. Ce profil d'acheteur inquiète le gouvernement. L'État possède 33% du capital et n'a pas l'intention de devenir actionnaire majoritaire, mais compte rester vigilant, tout comme les élus de la région. C'est le risque d'un transfert de technologie. C'est de voir finalement doucement glisser vers d'autres pays un savoir-faire qui est ancré chez nous. C'est 6 000 emplois sur cette région, uniquement sur les chantiers. Donc on ne peut pas être insensible à un sujet de cette nature. Territoire. Assez rare pour être souligné, la Cour des comptes attribue un bon point aux collectivités locales. En 2015, elles ont réalisé un excédent d'1,5 milliard d'euros, une première en 12 ans accomplie grâce à des efforts de gestion. Et les contraintes budgétaires, les contraintes financières font qu'elles ont entrepris des efforts en matière d'une plus grande maîtrise, notamment de leurs dépenses de fonctionnement et de leurs dépenses de personnel. En séance. Pour construire, il faut des moyens. Pour acquérir le foncier, pour la surcharge foncière, pour construire les équipements publics. Et tout ça dans un contexte de baisse des dotations. Et vous proposez, pour certaines communes, et c'est l'objet de l'amendement que je vous présenterai après, de rendre leur épargne brute ou leur épargne nette nulle ou négative. Regardez ce que vous êtes en train de proposer. C'est absolument déraisonnable. Vous êtes dans le dogmatisme le plus parfait. Je comprends votre souci de sauvegarder, si j'ai bien compris, l'équilibre financier d'un certain nombre de communes. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le dispositif est équilibré et qu'en le modifiant tel que vous le proposez, cela peut apparaître comme un encouragement à la mauvaise gestion en minimisant les prélèvements en fonction de la situation de la commune. Chômage. Pour y voir plus clair, dans les chiffres du chômage, une commission d'enquête sénatoriale propose d'harmoniser les méthodes de calcul entre les données mensuelles fournies par Pôle emploi et les statistiques trimestrielles de l'INSEE. La proposition très concrète de cette commission d'enquête, c'est d'arriver à avoir une publication qui soit plus riche et faire en sorte qu'on se focalise moins sur le commentaire de la catégorie A et qu'on regarde également la dynamique dans les autres catégories. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une grille d'analyse, de lecture, à la fois pour les administrés, pour vous, les médias, et puis pour les décideurs politiques, eh bien une grille de lecture qui soit, je dirais, harmonisée. Polémique. Le président de la République a dit vouloir un gouvernement exemplaire et que, je cite, la lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence.
Et pourtant, le 11 février 2002, Monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, Monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Puisque vous avez considéré que Madame la députée pouvait s'exprimer sur ces sujets, je veux quand même lui rappeler qu'on peut tout romancer, mais qu'il y a eu une instruction judiciaire dans cette affaire et qu'elle a été classée sans suite, ce qui, vous l'imaginez, prouve que les choses ne se sont pas passées comme vous le racontez, parce que le procureur de la République n'aurait jamais classé sans suite si les choses étaient telles que vous le dites. Et dans l'actualité à présent, ce grand coup de froid entre la France et la Russie, le Kremlin a donc décidé de reporter, d'annuler sa visite prévue à Paris le 19 octobre. Le chef de l'État français qui dénonce les crimes de guerre commis à Alep était très embarrassé par ce déplacement et s'est déclaré hésitant sur son opportunité. Alors que penser maintenant de cette stratégie diplomatique? A-t-on les moyens ainsi de peser et de compter? On va en parler avec nos invités ce soir. Valérie Toragnan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes la directrice de la Revue des Deux Mondes, revue qui a d'ailleurs consacré de nombreux articles et dossiers à Vladimir Poutine, et une ou deux peut-être, et au ressort également de l'intervention russe en Syrie. Et je présente la une de ce mois, la nostalgie du roi. Avec nous également Philippe Migaud, bonsoir, bienvenue, spécialiste de la Russie, directeur de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. À vos côtés, Christian Cambon, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et face à vous, Gilbert Roger, bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste, également vice-président de cette même Commission des Affaires étrangères. Et avant d'entrer dans le vif du débat, madame, messieurs, voici le rappel des principales étapes et déclarations qui ont conduit aujourd'hui à l'annulation de cette visite de Vladimir Poutine. Les détails avec Flora Sauvage. En annulant sa visite en France, Vladimir Poutine claque la porte au nez de François Hollande. Alors que l'exécutif français hésitait sur l'attitude à adopter vis-à-vis du président russe, la réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Vladimir Poutine devait venir à Paris le 19 octobre pour inaugurer un centre spirituel et culturel russe orthodoxe dans la capitale. À cette occasion, François Hollande devait s'entretenir avec son homologue russe. Je considère que le dialogue est nécessaire, mais il doit être ferme et franc. Sinon, il n'a pas sa place. Sinon, c'est un simulacre. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Ces derniers jours, des dizaines de civils ont été tués à Alep. La France réclame en vain un cessez-le-feu, alors que la ville est pilonnée par l'armée de Bachar el-Assad et son allié russe. Mais la Russie oppose le 8 octobre son veto au texte franco-espagnol sur Alep. C'est la 5e fois que Moscou fait obstacle à une résolution sur le dossier syrien depuis 2011. Voilà, et on précise que la visite de Vladimir Poutine était prévue depuis un an, notamment pour l'inauguration de la cathédrale russe de Paris, tout près du pont de l'Alma. Finalement, le Kremlin a donc décidé de la reporter sine die et donc de l'annuler, cette visite. Il n'y aura pas non plus de réunion de travail sur la Syrie, comme l'a proposé le président français. Christian Cambon, avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé et de ce que l'on sait surtout, est-ce que vous diriez que c'est un très grand coup de froid diplomatique et politique? C'est un immense gâchis, c'est une faute. Et c'est une humiliation pour la France. C'est un immense gâchis parce que tout le monde connaît la situation et ce qui se passe à Alep. Il ne s'agit pas de disculper la Russie et M. Poutine de ce qu'ils font là-bas. Mais la faute, elle réside dans le fait de refuser de facto le dialogue avec des atermoiements qui ne sont pas dignes d'un chef d'État dans un moment aussi dramatique. La forme dans laquelle l'hésitation du président de la République a été diffusée depuis Tulle, dans une confidence faite dans une émission de divertissement. Et on entend cette phrase... Ça vous a choqué? Totalement, totalement. C'est une humiliation pour la fonction présidentielle, parce que le président de la République ne peut pas gérer les affaires comme il l'a fait sur ce point, en s'interrogeant devant une caméra. Peut-être que c'est utile, finalement ça ne l'est peut-être pas. Mais peut-être que ce le serait quand même. Ce n'est pas comme ça que l'on doit conduire le dialogue avec une des grandes puissances du monde, dont de toute façon nous aurons besoin pour la résolution des conflits. Et donc c'est une humiliation en plus, car vous avez vu la réponse de M. Poutine qui a dit « Je viendrai quand le président de la République française sera prêt ».
d'un air de dire franchement... Mais le mot est fort que vous utilisez, Gilbert Roger, avant qu'on rentre dans le processus de tout ce qui s'est passé. Humiliation pour la France? Non, mais c'est beaucoup exagéré. La grande difficulté, il faut remonter à quelques jours avant, c'est le fait que notre ministre des Affaires étrangères est allé rencontrer le président Poutine, puis est allé aux États-Unis. Sans grand effet. Tout le monde le reconnaît. Et ensuite, la résolution présentée à l'ONU. Et le veto de la Russie empêchant toute possibilité d'un accord sur le drame qui se vit Certes, mais à Alep. comment vous expliquez les tergiversations alors? Tergiversation, on ne peut pas simplement accepter parce que au détour de l'inauguration d'un lieu de culte, là-bas peut-être que les lieux de culte sont confondus avec les intérêts de l'État, il puisse y avoir au moment des petits fours discussion sur la Syrie. Non, il faut discuter sérieusement. Je l'ai dit hier sur votre antenne, je suis absolument convaincu, pas dans les mêmes formes que Christian Cambon, sur l'idée on doit discuter avec la Russie, mais on doit travailler à cela et pas se voir au détour d'une petite manifestation. Deux visions opposées, on va les développer. Et d'abord avoir l'avis de Valérie Toragnan et Philippe Migaud. Selon vous, à quoi ressemble cette situation? Ça fait plusieurs jours qu'il y a quand même des tergiversations, une valse hésitation. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen de peser sur les choses? Valérie Toragnan. C'est sûrement pas le meilleur moyen de peser sur les choses. Ce qui est certain, c'est que je pense au drame que vit aujourd'hui la population d'Alep. Je pense à la cruauté de ces bombardements. Et je pense que si on veut être sérieux en politique et en diplomatie, la seule obsession aujourd'hui de François Hollande, s'il a des bonnes intentions, et je ne doute pas qu'il en ait, c'est d'arriver à faire évoluer cette situation au plus vite. Or, aujourd'hui, faire des jeux de manches et des déclarations, revenir, hésiter, je sais pas, etc. Tout ça, ça me paraît complètement dérisoire par rapport à l'ampleur du sujet qui nous occupe. Et aujourd'hui, la diplomatie devrait être peut-être moins visible et les déclarations des présidents moins sous les caméras réunies à chaque fois et peut-être beaucoup plus de choses et de tractations importantes qui doivent se dérouler, parce que de toute façon, c'est parce que le régime de Bachar el-Assad est aujourd'hui d'une cruauté incroyable avec la population à Alep, parce que Poutine est de toute façon un chef de guerre et qu'il joue une stratégie. Ça, on va en parler. Voilà. Mais pour vous, selon vous, la stratégie est inopérante. Elle est inopérante et puis surtout, elle traduit aussi, une approximation qui n'est pas du tout rassurante. Alors, l'avis de Philippe Migaud, je voudrais juste qu'on écoute pour comprendre ce dont il s'agit. La déclaration de François Hollande, c'était il y a quelques jours. Il répondait aux questions d'un confrère de TMC, le chef de l'État. Il exprimait alors ses interrogations quant à cette visite. On l'écoute. J'aurais à recevoir, je me pose encore la question, Vladimir Poutine. Si je le reçois, je lui dirais que c'est inacceptable, que c'est grave même pour l'image de la Russie, pour ce qu'elle représente. La Russie, c'est un pays ami de la France. Comment admettre que ce soit des avions russes ou en tout cas des éléments russes qui appuient l'aviation de Bachar el-Assad pour écraser une ville comme Alep? Philippe Migaud, avant d'aller sur Alep, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de l'hésitation diplomatique? Écoutez, malheureusement, j'ai surtout l'impression que dans cette affaire, cette déclaration survient à quelques mois d'élections présidentielles et que François Hollande, qui s'est relativement peu soucié de droits de l'homme pendant tout son quinquennat, et pas seulement en Syrie, mais aussi à travers un certain nombre d'accords qui ont été conclus avec des États relativement infréquentables, s'achète à bon compte une stature de président soucieux des droits de l'homme afin de complaire peut-être à la frange la plus droit de l'homiste de sa gauche. J'ai surtout le sentiment que c'est une déclaration avec un objectif de politique intérieure. Très clairement. On ne peut pas tellement lui reprocher d'ailleurs, parce que quand Vladimir Poutine joue l'inflexibilité, il parle aussi à son propre peuple. Simplement, chez Vladimir Poutine, ça fonctionne, puisque Vladimir Poutine est à 85% d'opinion favorable. Chez François Hollande, on a l'impression, encore une fois, d'une improvisation
regrettable et d'un manque de sérieux de la part de la France. Donc oui, très clairement, je pense qu'on peut parler d'humiliation. Je reviens quand même sur ce que vous dites. Vous avez dit qu'il n'a pas été au départ, selon vous, très regardant sur les droits de l'homme, Gilbert Roger. Qu'est-ce que vous répondez à cela, alors que, bon, sur le dossier syrien, au début, quoi qu'on en pense de la stratégie de la France, elle a essayé de peser au départ. Je crois qu'il faut se le rappeler, là encore. La Syrie et l'Irak, nous sommes dans une difficulté parce que nous étions prêts à intervenir. Et nous ne l'avons pas fait parce qu'il y a eu reculade des États-Unis, qui sont emberlificotés dans leur propre campagne électorale, qui va se résoudre dans une vingtaine de jours. On peut l'espérer le moins mal possible. Mais en même temps, cette faiblesse des Américains et un président Poutine qui est quand même pas le meilleur des démocrates, parce que élu à 85%, il faut voir comment il fait et comment il élimine ses opposants. Mais en même temps, il est effectivement chef de guerre qui a décidé de marquer un certain nombre de coups de boutoir. Et on peut considérer qu'on est bien seul. Les Anglais ne sont pas là, l'Union européenne, cherchons-la. Cherchons-la. Qu'est-ce qu'elle dit? Et les pays du Golfe, qu'est-ce qu'ils disent les uns et les autres? Rien. Cher Gilbert Roger, j'allais dire justement, la France avait une carte majeure à jouer. Elle l'a jouée dans le passé. Imagine-t-on le général de Gaulle épiloguer devant des caméras pour savoir s'il allait rencontrer les dirigeants soviétiques ou les dirigeants américains. Tout ça est absolument invraisemblable. La vérité, c'est que depuis trop d'années maintenant, depuis 2012, la politique que mène la France vis-à-vis de la Russie va à l'envers des intérêts de la qualité même des relations. Qu'aurait-il fallu faire, lui dérouler un tapis rouge? Qu'auriez-vous fait? Il fallait le voir, il fallait lui parler de manière ferme. La France entière eût été derrière le président de la République. Nous sommes ici dans cette maison au Sénat tout à fait habitués au consensus en matière de politique étrangère et nous attendions tous que le président de la République joue son rôle publiquement. À la sortie de l'Élysée, il n'était pas question de passer des petits fours et du champagne. On pouvait dire exactement ce que l'on pensait de l'attitude des Russes parce que le spectacle qui est donné est évidemment choquant quand on voit tous les reportages qui nous sont présentés. Mais la chaise vide, ça n'a jamais été une bonne politique. Et en plus de surcroît, cette hésitation, elle est permanente dans la relation avec la Russie. Or, ça nous coûte très cher. Ça a coûté à nos entreprises. L'agriculture française perd 500 millions du fait des sanctions russes qui, du reste, maintenant, vont s'approvisionner partout dans le monde. Alors, même si on met de côté les préoccupations commerciales, parce qu'il y a des droits de l'homme qui sont mis à mal, il fallait escalité en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, recevoir M. Poutine et le dire publiquement. Généralement, après chaque entretien, il y a une conférence de presse et chacun s'exprime. Et jusqu'à présent, chacun a le droit de dire ce qu'il veut dire. Le président Hollande devait recevoir M. Poutine, lui dire son fait et après s'exprimer. Et je pense qu'à ce moment-là, nous aurions trouvé que c'était la bonne attitude à avoir, alors que là, on est éliminé du paysage comme nous le sommes malheureusement. On va en parler si on est éliminé. Et maintenant, quelles conséquences, Valérie Toragnan? Je vais vous demander à vous tous s'il peut y avoir des conséquences sur des dossiers qui mettent en jeu l'Europe. Je pense au dossier ukrainien, il ne faut absolument pas l'oublier. En tout cas, cet après-midi, lors des questions d'actualité, Jean-Marc Ayrault a réaffirmé quant à lui que la position française évite soigneusement toute idée de rupture avec la Russie. On l'écoute. Je ne suis pas partisan d'une rupture avec Moscou. Je suis partisan du dialogue avec Moscou. Et je l'ai montré la semaine dernière. Mais il faut être deux pour dialoguer. Et nous allons poursuivre sur la même ligne. Pas de rupture avec Moscou, parce que la rupture n'améliorerait pas les souffrances des habitants d'Alep. Mais ce que nous voulons, c'est défendre la liberté et défendre la paix en Syrie. Alors je l'ai fait à Moscou. Le président Poutine a pris sa décision, nous la respectons. Mais le dialogue n'est pas rompu. La Russie a pris ses responsabilités. Le choix inconditionnel de Bachar el-Assad, nous avons choisi celui de la paix. Et j'aimerais bien, mesdames et messieurs de la droite, que vous fassiez aussi.
Valérie Toragnan, quel est ce chemin de crête entre ne pas rompre avec la Russie, mais ne pas dialoguer avec elle pour le moment? Non, mais j'avoue que je ne comprends pas ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas choisi Bachar el-Assad, nous avons choisi la paix. Mais non, il y a une guerre et il y a des partis dans cette guerre. Et il y a Bachar el-Assad qui est comme allié Poutine, l'Iran. Et puis il y a une situation en face, il ne faut quand même pas oublier, avec les islamistes, les djihadistes, Daesh. On a été très contents quand la Russie est intervenue au sol militairement pour contrer aux côtés des Kurdes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les Kurdes comme force en présence localement, pour repousser les djihadistes de Daesh. Et maintenant, on voudrait que ce soit la guerre, mais sans les effets de la guerre, et on voudrait qu'il n'y ait que des gentils autour de la table. Mais il n'y a que des méchants autour de cette table. Donc, il faut leur parler, n'y a que des méchants. Avec ses ennemis, mais bien sûr, mais si on ne s'assoit pas avec ses ennemis, on s'assoit avec qui? Avec ses amis. Il faut parler, évidemment. Oui, mais ce que dit Madame à l'instant, c'est de dire Bachar el-Assad, il tue, il massacre sa population, et ça, on n'en parle pas. Si, bien sûr il faut en parler, parce que je veux bien qu'on dise que François Hollande ne s'occupe pas des droits de l'homme, et qu'en même temps on dise que Poutine aide Bachar el-Assad à massacrer son propre peuple au détour d'une guerre contre Daesh, parce qu'il fait en priorité contre son peuple, et après, accessoirement, il s'occupe de Daesh. Eh bien, il ne faut pas que ce soit l'accessoire, il faut que ce soit l'essentiel. On ne dit pas ça, on vous pose la question, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? On parle fort, mais combien pèse-t-on aujourd'hui pendant des mois et des semaines? Vous le savez, ce sont les Russes et les Américains qui ont négocié. Mais nous pesons parce que nous sommes aussi au Conseil de sécurité et que nous sommes dans... On vient d'en... Mais oui. On vient d'en voir la démonstration du samedi soir. Et que les Russes ont dit non. Ils ont dit mais on le savait très bien. On savait très bien. Qu'ils continuent à massacrer. On savait très bien que cette résolution n'aboutirait pas devant le Conseil de sécurité. Monsieur Jean-Marc Ayrault le savait et il a du reste fait cette démarche courageuse. Il y a été. Ils connaissent parfaitement le résultat. On l'avait reçu la semaine précédente. Il n'était d'aucun optimisme vis-à-vis de cela. En revanche, je pense que là, depuis quelques jours, menacer maintenant Monsieur Poutine de le traduire devant le tribunal pénal international, alors qu'on va avoir besoin... Ça, vous savez que c'est une arlésienne de la diplomatie Mais bien française. entendu, mais on va avoir besoin de se retrouver autour de la table. Et M. Poutine, s'il n'est pas là, aucun règlement n'aboutira. Tout le monde le sait, les Américains les premiers, car à Alep, ce qui se passe est beaucoup plus compliqué que la manière dont on le présente ici ou là. On sait parfaitement que, par exemple, Al-Nosra est alimenté de missiles et d'armes par les Américains. C'est maintenant des choses qui sont parfaitement connues. Alors vous voyez, on est dans un mélange et dans une difficulté de compréhension que les Français ont l'air de regarder avec des yeux de bisounours. L'avez-vous appris à travers les commissions des affaires étrangères, de la défense du Sénat? Oui, bien sûr, parce qu'on travaille, parce qu'on essaie. Donc pour vous, c'est un fait. Les Américains arment Al-Nosra sur le terrain. Moi, on regarde ce qui se passe, on regarde ce qui se dit, on regarde les déclarations des responsables d'Al-Nosra, qui sont quand même identifiés comme un groupe excessivement dangereux et terroriste. Bon, moi, s'ils reçoivent des armes des Américains, j'ai envie de poser la question. Et ça montre la complexité du sujet. Alors, on va aborder le sujet. Philippe Migaud, il y a toute la question de savoir qui on aide sur le terrain. Le souci, c'est que quand même, quand j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait allusion au fait que la France était relativement peu soucieuse des droits de l'homme, oui, Bachar el-Assad est un tyran, oui, Bachar el-Assad... Ça vaut mieux de le dire. On le sait, bien sûr. Non, mais ça, on le sait. Dites aussi que Laurent Fabius a dit qu'Al-Nosra faisait du bon boulot sur le terrain. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Bon, ça aussi, il faudra peut-être le rappeler. Il faudra peut-être aussi rappeler qui on a armé. On a armé, soi-disant, une armée syrienne libre. Et cette armée syrienne libre, elle est où actuellement? Elle est à Alep. Et elle est totalement imbriquée avec toutes les unités islamistes avec lesquelles elle combat de concert. Donc, je n'ai jamais vu, moi, dans un combat urbain, dans une agglomération qui est à feu et à sang, qu'on puisse faire le distinguo entre le bon guérillero et le mauvais guérillero. Dans les faits, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de rebelles modérés. Et on a été quelques-uns à la commission à dire qu'on ne voulait pas les armer. Quand on avait reçu l'ensemble de la délégation, j'étais dans ceux qui disaient non. Parce qu'on ne fera pas le distinguo entre les uns et les autres. Je me souviens très bien, on nous a demandé de recevoir une délégation de Syriens sur lequel on imaginait qu'on allait fonder l'avenir. Il s'agissait d'un sympathique dentiste qui habitait Istanbul. Attendez, Christian Cambon, non, mais pas vous être voyez, je veux dire, on est Est-ce vraiment... que vous aussi, dès le départ, vous avez tout de suite cru qu'il n'y aurait jamais cette opposition syrienne? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, un espoir qu'on puisse construire au départ quelque chose avec quelques personnalités qui émergent? Mais nous avons tous l'espoir, parce que de toute façon, la solution des armes, elle aura un temps. Seule la solution politique, à un moment
moment ou à un autre, permettra d'en finir. Donc il faudra bien de toute façon dégager quelque part un dialogue et faire en sorte d'identifier des gens avec lesquels on puisse parler. Ça passera avec Bachar ou sans Bachar. Peut-être qu'il faudra que les amis de Bachar soient présents. Ça a passé même par l'affirmation française que jamais on ne remettrait en cause la base russe dans ce secteur aussi. Du reste, ils viennent d'annoncer aujourd'hui que maintenant c'était quasiment la Russie à Tartous. C'est-à-dire que les Russes vont s'installer. Ils sont installés en Et Crimée, nous, on est là en train de dire vous n'êtes pas gentils et on va vous traduire devant les tribunaux. Et on ne vous recevra pas. Valérie Tonnerre, la nature a horreur du vide, mais la géopolitique également. Est-ce qu'on n'a pas laissé tout simplement à Poutine la place qu'il occupe aujourd'hui au Moyen-Orient? Et on pense d'abord aux Américains qui l'ont laissé. Mais évidemment, bien sûr, il a occupé cette place. Et pardon, je répète, mais quand Poutine est arrivé à un moment donné, quand il y a eu une intervention militaire contre Daesh, et que Daesh était dans une nettement meilleure place que cette organisation est aujourd'hui, tout le monde a dit, heureusement, il y a quand même l'intervention de Poutine et les Hezbollah, et les Iraniens et les chiites avec pour contenir cette avancée. Donc, après, la France pourrait avoir un rôle, elle a eu un rôle dans cette région pendant très longtemps. Historiquement, sa diplomatie a été active, et elle était active et elle était écoutée parce qu'elle pouvait parler à tout le monde. Vous voulez dire que nous avions une politique arabe ? Nous avions. Or, aujourd'hui, faire des démonstrations qui finalement sont si on un peu était des si effets doué de que ça, manche. il n'y aurait pas eu autant de pagaille actuellement. Hein, oui, et bien parce peut-être que c'est aussi. Mais pardon, mais vous visez l'Irak. C'est la question. Là, vous visez l'Irak et l'intervention française sous le président quinquennat. On peut parler de la Libye aussi. Il y a quelques dossiers sur lesquels l'intervention française n'a pas été. L'intervention, je veux bien qu'on parle du général de Gaulle et qu'on le ressorte. Mais enfin, si on avait été si doué. Pas comme ça de son temps. Ah oui, mais si on avait été si doué que cela, la présence française aurait dépassé les capacités des uns et des autres. C'est pas le cas. Philippe Migaud, il y a aussi peut-être un calcul simple, j'allais dire, que fait Vladimir Poutine. Les États-Unis, comme la France, vous l'avez rappelé, sont en période électorale. Pour Obama, c'est sûr, c'est la fin à la Maison-Blanche. Et pour François Hollande, c'est en tous les cas la fin de ce quinquennat. Est-ce qu'il profite de cette situation des deux? Il profite de nos erreurs. Un simple rappel, il est facile d'évoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies en disant on ne peut rien faire parce que la Russie dit non. Je vous rappelle qu'il y a eu un cessez-le-feu avant ce vote aux Nations Unies. Cessez-le-feu. Oui, il y a eu un cessez-le-feu qui a tenu quelques jours. Qui a rompu le cessez-le-feu? Qui a mené une frappe à Deir ez-Zor? Mais comment le savez-vous? Vous êtes sur le terrain? Tout simplement parce qu'on a tous des visions apparemment contrastées. Parce que tous les rapports concordent, que ce soit les rapports les Américains. Les Américains ont admis qu'ils avaient commis une bourde, soi-disant, sur des positions de l'armée syrienne à Deir ez-Zor, en bombardant une colline, quand même 60 à 100 morts, c'est pas une petite bourde, en bombardant l'armée de Bachar el-Assad, ce qui a failli provoquer une percée de l'État islamique. C'était un bombardement sur une zone située sur une colline, parfaitement répertoriée. L'erreur de tir était quand même relativement improbable. Et qui a décidé de bombarder cette colline en plein cessez-le-feu et de bombarder l'armée de Bachar el-Assad? C'est pas Vladimir Poutine qui a rompu le cessez-le-feu. Ce sont les États-Unis. Et Vladimir Poutine s'est engouffré dans la brèche. Gilbert Roger, nous multiplions les erreurs, nous tendons des perches à Vladimir Poutine et nous espérons qu'il ne va pas les prendre. Mais évidemment qu'il les prend. C'est trop facile. Et de surcroît, on ne cesse de l'humilier. Je trouve que c'est extrêmement facile, on est en France, on est en période électorale, de trouver les pires attributs à François Hollande. Mais moi, je considère qu'effectivement, nous sommes bien seuls dans ce concert. Ça vous pouvez reconnaître que c'est une réalité. Parce qu'en réalité, l'Union européenne n'a rien. Regarde encore, même quand sur il la a pris des décisions pour le Mali, toute la communauté nationale et même l'Europe était derrière lui. C'est cette espèce d'indécision permanente, notamment vis-à-vis de la Russie, où à la fois on veut le caresser dans le bon sens et on ne lui vend pas les armes qu'on lui a promis. Après, on est constamment en voulant le montrer du doigt, alors que les Russes, tout le monde le sait. Ils ont un orgueil national, c'est redit, c'est l'histoire c'est toujours inscrite comme cela. Et donc il est absolument nécessaire, au contraire, de le reconnaître,
de discuter. Et ça ne veut pas dire de cacher la vérité. Car les Russes y croient à la force. Du reste, les Américains et les Russes parlent. Monsieur John Kerry et Monsieur Lavrov se voient. Et cependant, on sait très bien que jamais la tension n'est aussi... Ça fonctionne. Très important. En tous les cas, ils se parlent. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Oui, bien sûr. Mais voilà. Valérie Toragnan, c'est vrai que sur l'absence de l'Europe, on peut être d'accord. Voilà. Et du reste, le président du Sénat a été rencontrer M. Poutine, et il a eu une rencontre très intéressante, et ça lui a permis de dire tout à fait, y compris au niveau des droits de l'homme, ce qu'il convenait de dire. Vous y étiez ? Je n'y étais pas, mais le président du Sénat... Allé Bien sûr que j'y aurais été. À la rencontre, donc voilà. Bien sûr. Ou de Bachar al-Assad. Bien sûr, puis j'aurais pas eu ma langue dans ma poche. Mais on était tout à fait d'accord avec l'idée que le président de l'Assemblée aille rencontrer, et il n'y avait pas de souci là-dessus. Il n'y avait pas de souci, mais il y a eu des gros soucis. Et ça ne me gêne pas d'y aller. Bien sûr. Non, mais on a perdu beaucoup de temps. Dans ce drame syrien aujourd'hui, on a perdu beaucoup de temps au départ parce que il n'était pas question au départ de faire justement rentrer la Russie dans le jeu. Et peut-être que si beaucoup plus tôt, peut-être que si beaucoup plus tôt, il avait été question de réunir autour de la table, eh bien si, les principales forces, à la fois dans la région et à l'international, qui avaient la clé de la résolution de cette question, dont l'Iran, dont la Turquie, dont la Russie, la France, les États-Unis, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Mais l'histoire. Oui, mais la diplomatie française à ce moment-là a été extrêmement sur une position ni Bachar, ni Daesh. Et cette position qui était peut-être un peu angélique, elle a à un moment donné fait aussi perdre beaucoup de temps. La résolution, aujourd'hui, je pense que la France, elle a un rôle à jouer. Regardez dans quel état on nous a laissé la Libye. La France a un rôle à jouer. Ceux qui ont voulu jouer les matamors et aller récupérer quelques-uns. C'était une résolution des Nations Unies, cher Gilbert Roger. C'était en application d'une résolution des Nations Unies. Il était totalement en désaccord. Il a voté cette résolution et je pense que nous avons été au-delà de la mission des Nations Unies. Telle est l'écriture qui est donnée. Et dans quel état je ne le conteste pas. Et moi, quand il y a des erreurs, tu as de ses propres amis qui sont en train de dire qu'il faudrait se retirer de la Syrie parce que notre danger, c'est ce qui se passe en Libye et en Tunisie. Ce matin même, on les entendait le dire, et pas des moindres. Quand on entend le président Hollande annoncer qu'on envoie 2 malheureux canons au large de Mossoul, des canons de 50, comme si on allait déloger Daesh dans une ville de plus de 2 millions d'habitants au canon de 5 ans. La bataille de Mossoul se prépare, on verra. Voilà. Philippe, je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que ce débat... il provoque autant d'hystérie, pas sur ce plateau, mais autant de tensions et de clivages. Est-ce qu'il y a des poutinophiles et des poutinophobes? Est-ce que c'est un clivage qui traverse la classe politique et les médias français, ou est-ce que c'est beaucoup plus profond que cela? Alors d'abord ce terme de poutinien, de russophile, enfin on a des anathèmes dans tous les sens, des noms d'oiseaux. Moi c'est un secret pour personne, je suis censé être un agent stipendié du Kremlin, voilà, c'est l'appellation qu'on me délivre de manière assez régulière, ou alors l'idiot utile de Vladimir Poutine. Bien, une fois qu'on en est venu là, s'il faut se rendre compte d'une chose, d'ailleurs madame avait fait un numéro spécial sur la revue des Deux Mondes sur Vladimir Poutine, et plusieurs articles qui insistaient sur la nature éminemment passionnelle qu'il y a toujours dans le débat en France dès qu'il s'agit de la Russie. Oui. Aussitôt, ce sont les noms d'oiseaux qui partent de tous les côtés. Il y a les pour, il y a les contre. Essayez d'avoir une vision équilibrée, de dire que l'un n'a peut-être pas tout à fait tort, que nous ne sommes peut-être pas exemplaires. Ça suffit à vous faire passer pour un traître ou pour un vendu. Donc oui, c'est quelque chose qui est éternel. Mais simplement, pour en revenir au débat, parce que je pense que le débat, c'est pas tellement de savoir... poutinien, tout ça, c'est de la catégorisation, c'est du collage d'étiquettes qui n'a somme toute pas grande importance. Pour en revenir au dialogue entre la France et la Russie, il y a quelque chose sur lequel je veux revenir. C'est que, très clairement, enfin, quand on dit que Vladimir Poutine, on n'allait pas le voir comme cela au détour d'une inauguration d'un centre culturel, parce qu'il n'est pas inauguré une cathédrale, il inauguré d'abord un centre culturel dans lequel se trouve une cathédrale, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et qu'on allait comme ça entre deux petits fours parler de la Syrie, c'est pas du tout pour ça qu'il voulait venir. Et c'est pas comme ça que les choses se seraient passées non plus. Si la date était connue, elle était annoncée sur des cartons avec des petites lettres en doré. C'était pas ce qui était prévu. Et s'imaginer une seule seconde que Vladimir Poutine aurait pu
se formaliser, que François Hollande lui parle un langage de vérité, de fermeté, c'est quand même relativement faire fi du caractère de Vladimir Poutine, qui n'est pas quelqu'un qu'on ébranle relativement facilement, qui venait à Paris pour discuter, pour avoir un échange ferme si nécessaire. Et d'ailleurs, l'ambassadeur Orlov l'a redit récemment, Vladimir Poutine, il ne venait pas ici pour faire des mondanités, il venait pour discuter. Mais à partir du moment où on a commencé à parler de traduire la Russie devant la Cour pénale internationale, où on a commencé, comme le disait monsieur dans une information d'infotainment, à dire « Oh, je me pose la question, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent ?» Là aussi, perche gigantesque. Il a saisi l'occasion de signifier à François Hollande que tout ça n'était pas sérieux et quand il serait prêt à parler sérieusement, eh bien, il se déplacerait. Vous, Gilbert Roger, qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette visite? C'est éventuellement les photos des deux dirigeants qu'on aurait vues. Qu'est-ce qui aurait pu vous choquer? Non. Je pose la question. Non, mais je l'ai dit, je l'ai répété tout à l'heure, puisque j'ai été interviewé par votre chaîne hier soir. Redites-le, vous serez cohérent avec vous-même si vous répétez. Je suis cohérent avec moi-même, je suis pour un dialogue avec Vladimir Poutine. Et donc j'étais pour le fait qu'il y ait cette réunion et que cette réunion permette enfin de déboucher en se disant des 4 vérités. Voilà. Donc je continue à le dire. Je voudrais vous poser une question parce qu'on parle beaucoup et à juste titre de ce qui se passe à Alep et parfois on oublie, et c'est très peu repris dans les médias, ce qui se passe au Yémen. Alors on reproche à Poutine ce qui se passe en Syrie. Est-ce qu'on devrait, et je parle à messieurs les sénateurs, les politiques, se demander aussi ce qui se passe au Yémen avec les pétromonarchies, l'Arabie Saoudite? Ce royaume est impliqué dans une guerre qui ne fait pas la une des médias, qui fait beaucoup de victimes. On n'entend pas la voix de la France, des représentants. Sur quel sujet véritablement entend-on la voix de la France que nous souhaiterions entendre? Et là encore, il va bien falloir un jour faire un véritable bilan de l'attitude de l'Arabie Saoudite et d'un certain nombre de monarchies pétrolières dans ce coin du monde. Et malheureusement, là encore, la France, qui aurait dû rester à égale distance entre la Russie, les États-Unis, et retrouver ce rôle qu'elle a toujours eu dans l'histoire sous tous les présidents de la République, François Mitterrand, Jacques Chirac, Giscard, etc., eh bien, nous l'avons perdu parce que nous sommes dans un quinquennat de l'hésitation. Mais je cite bien évidemment Nicolas Sarkozy. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, au lendemain de son élection, a pris son avion pour aller parler à M. Poutine concernant la Géorgie. Or, les Russes étaient quasiment déjà en train d'envahir la Géorgie. Et ils ont reculé. Donc on ne peut pas faire de procès à Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Je pense qu'on lui reproche beaucoup de choses, mais pas avoir la langue dans sa poche. On va conclure, Gilbert Roger. Non, je pense qu'il faut qu'on continue à être sous toutes les formes dans le dialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a un drame terrible et que ce drame, on n'aura de vraies solutions qu'avec le débat politique et pas les armes. Donc, une solution politique. Voilà, et donc ne pas agiter non plus le chiffon de la Cour pénale internationale. Peut-être que vous trouvez ça ridicule. Moi, je n'aurais pas fait ça. Voilà. En tous les cas, merci pour ce débat et cette analyse. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Merci à vous. La suite de notre émission dans quelques instants. Place à présent au match des idées. Sur les suites du guet-apens à Viry-Châtillon, Manuel Valls annonce des dispositifs anti-caillassage pour les voitures de police. Mais au-delà des moyens alloués, de quoi ce grave épisode est-il le révélateur? On va en débattre avec Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, et François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et c'est juste après une courte pause. Restez avec nous, on vous attend. À tout de suite. Jeudi, dès 19h30, Public Sénat vous propose de suivre le premier grand débat de la primaire de la droite et du centre. Vous découvrirez les coulisses de l'émission, les dernières informations, le débat dès 21h et le grand débriefing en compagnie de Sonia Mabrouk, Delphine Girard et Michael Zamès. Le premier débat des candidats à la primaire de la droite et du centre, jeudi dès 19h30, en direct sur Public Sénat. La notion d'homme d'État est plus que subjective. Pour certains dirigeants, le débat est ouvert, on les qualifie plutôt d'hommes politiques, ou pire, de politiciens. Pour d'autres, la belle étiquette d'homme d'État s'impose. Il en est ainsi de Clémenceau, De Gaulle, Churchill, Roosevelt, Mitterrand, Mandela. Ils ont changé le monde. Ils ont rencontré l'histoire. L'histoire qui seule, avec le recul du temps, peut les juger. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme d'État ? Profession homme d'État, samedi à 22h sur Public Sénat.
David Racheline, sénateur Front National du Var, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct bien sûr sur Public Sénat pour votre émission. On va plus loin et nous évoquons à présent les suites du guet-apens samedi à Viry-Châtillon qui vire à l'affrontement politique sur les moyens octroyés aux forces de l'ordre. Mais au-delà de ces polémiques, de quoi ce terrible épisode est-il le révélateur? Et plus largement, à moins de 7 mois de la présidentielle, radioscopie ce soir de l'état de la société. On en parle avec nos invités. Gilles Finkelstein, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Et face à vous, François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, de notre analyse, le rappel des faits, consternation et colère aujourd'hui des policiers. On voit cela avec Flora Sauvage. Peu importe la couleur et peu importe le bord, à chaque fois que l'on agresse un policier, c'est la République qu'on attaque. 3 jours après l'attaque au cocktail Molotov contre 4 policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne, l'émoi est palpable. Policiers, syndicats des gardiens de la paix ou simples citoyens, ils étaient plus d'une centaine réunis ce midi devant l'hôtel du département. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que notre administration a réellement conscience des problématiques du terrain. Nous manquons cruellement d'effectifs. À chaque visite, que ce soit du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, nous dénonçons ces difficultés, mais nous avons des annonces, mais pas de faits concrets. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est des effectifs pour que nos collègues puissent travailler correctement sur le terrain et en toute sécurité. Face au ras-le-bol des policiers, Manuel Valls a annoncé une série de mesures lors des questions au gouvernement. Selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, 12 400 policiers ont été blessés en 2015, un nombre en légère baisse par rapport à l'année précédente, mais la tendance est en forte hausse sur les 6 premiers mois de 2016. Voilà, cette dramatique agression de policiers samedi après-midi dans l'Essonne vire à l'affrontement politique, gauche-droite, bataille de mots, François Dorcival d'un côté, querelle de chiffres de l'autre. Au-delà de cette polémique, selon vous, de quoi cet épisode est-il le révélateur? Le révélateur de ce que les policiers, en effet, sont dans un état d'exaspération et de colère qui se comprend. Et ceci, pas depuis ce qui s'est passé à Viry-Châtillon samedi, depuis des mois. Parce que quand le Premier ministre leur donne aujourd'hui un certain nombre de moyens concrets en matière de vêtements, de véhicules, etc., il faut se rappeler que le 18 mai dernier, déjà, un véhicule de police a été incendié par ce qu'on appelait à l'époque des casseurs. Ce n'étaient pas les mêmes voyous ni les mêmes sauvages que Viry-Châtillon, mais ils se ressemblaient. Eh bien, dans ces 2 cas, pour ne mentionner que cela, les policiers ont été attaqués au cocktail Molotov et chaque fois avec une intention de les tuer. Le Premier ministre l'a dit lui-même sur place lundi soir, mais il faut dire que quand le ministre de l'Intérieur, lundi matin, emploie le mot « sauvageon », c'est évident que les policiers disent « mais on se fout de nous ». Il y a effectivement le poids des mots utilisés, et ça on va en parler. Même question, Gilles Finkelstein, de quoi selon vous est-ce le révélateur? Alors François Dorcival a parlé de ce dont c'était le révélateur du côté de la police. Ce que ça veut dire, je crois, pour la société, on assiste à une montée depuis plusieurs années d'une forme d'ultra-violence qui prend des formes différentes, qui vient de groupes différents, parfois de l'ultra-gauche, parfois, comme c'est sans doute le cas ici, davantage lié à un contrôle de territoire autour du trafic de drogue, lié au terrorisme dans d'autres cas, mais on assiste à ce retour de l'ultra-violence dans des sociétés qui, si on se place dans une perspective plus longue, connaissent une violence qui est moins forte que celle qui existait quelques décennies ou quelques siècles auparavant. C'est vrai, ce que vous dites est vrai, et en même temps, de tous ces milieux et de tous ces âges, parce qu'on a aussi des mineurs qui sont engagés dans tout ça. À un moment donné, les sauvages de Viry-Châtillon seront arrêtés, interpellés, on saura qui ils sont, etc. Donc, ultra-violence, mais ce qui est nouveau, c'est ultra-violence dans l'intention de s'en prendre aux policiers. Une intention manifeste.
Et ça, effectivement, ce sont des événements que l'on ne connaissait pas à ce point. C'est vrai, alors avec un rapport des Français à la police qui aussi s'est amélioré depuis, l'image de la police s'est améliorée ces dernières années avec ce que l'on a vécu, et puis il y a des poches de la population marginale, minoritaire, mais qui versent dans l'ultra-violence, et que, évidemment, il appartient non seulement de condamner, de poursuivre, de retrouver. C'est très important. Quelle réponse globale face à ces poches, mais elles sont de plus en... Enfin, il y a en tout cas un continuum d'explosion et de bouffées de violence. Comment réagir? On va écouter la réaction aujourd'hui du Premier ministre. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Manuel Valls qui a annoncé des premières mesures d'urgence pour mieux protéger les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur m'a proposé de nouvelles mesures. Il faut être précis. Elles visent spécifiquement à sécuriser les véhicules et les équipages de patrouille générale intervenant en zone sensible. Concrètement, cela prendra la forme de films anti-caillassage sur les véhicules, voire de blindage dans certains cas. Un travail sur les tenues va également être mené rapidement afin de veiller à ce qu'elles soient intégralement ignifugées. Une réflexion enfin va être engagée sur l'usage possible des caméras mobiles, non plus seulement a posteriori, mais aussi en temps réel. Cela permettra de visualiser à distance les circonstances d'une intervention et les moyens à déployer en renfort le cas échéant. Messieurs, je voudrais vraiment vous faire réagir sur les solutions à apporter. On a entendu ce matin, François Dorcival, le témoignage de l'un des policiers qui était vraiment saisissant. On voit bien que ce sont des mesures d'urgence qui sont annoncées par Manuel Valls, mais quelle doit être la solution pour vous? Judiciaire, évidemment, policière, sociétale peut-être? Mais naturellement, parce que tout de même, ça se passe à la sortie d'une cité sensible, comme le dit le Premier ministre. À la sortie d'une cité sensible. On est tout de même dans une situation absurde. Rendez-vous compte que les 2 voitures de policiers qui ont été attaquées surveillaient et protégeaient une caméra elle-même de surveillance. Il va falloir donc des policiers pour surveiller et protéger les policiers qui eux-mêmes défendent une caméra de surveillance. Donc on est dans l'absurde. Mais d'une certaine façon, le Premier ministre lui-même donne raison à cette situation absurde en disant on va vous donner des vêtements ignifugés, des véhicules blindés et anti-caillassage, comme si c'était devenu une situation normale. Et c'est là que la réponse n'existe pas. Parce que le témoignage dont vous parliez il y a une seconde, et qui est en effet incroyable, c'est que le policier était dans une voiture à ce point enflammée qu'il ne pouvait pas atteindre son ceinturon et saisir son arme. Oui, évidemment, la situation est absurde. Manuel Valls là évoque des mesures d'urgence. On lui reprocherait de ne pas les prendre. Certes. Bon. Mais il n'y a pas que les mesures d'urgence qui ont été annoncées aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres mesures qui avaient été prises précédemment. Cette zone est ce qu'on appelle une zone de sécurité prioritaire. Certains disent, je ne parle pas de cette zone en particulier, une zone de non-droit. Non. Oui, c'est un peu ça, la même chose. Non, ne sourions pas. Ce sont des zones dans lesquelles les effectifs de police ont été renforcés. Ce sont des zones dans lesquelles le travail entre la police nationale et la police municipale et entre les différents services de l'État ont été considérablement améliorés. Quand ils peuvent entrer, Gilles Finkelstein. Non mais attendez. Alors, je vais vous dire, moi j'habite dans une zone de sécurité prioritaire. Je ne sais pas où vous habitez, moi j'habite dans une zone de sécurité prioritaire. C'est-à-dire une zone dans laquelle, notamment, comme à Viry, il y a du trafic de drogue et c'est une des raisons pour lesquelles, et de la violence, et qu'il y a une zone de sécurité prioritaire. Ça fait maintenant presque 2 ans que cette zone a été créée et je peux vous dire, moi comme habitant, je vois que la situation a changé. Je ne sais pas quelle est la réalité de l'amélioration, mais concrètement, quand on est un habitant, on voit à la fois moins de violence, moins de guetteurs. Donc, les policiers font et les différents services font ce qu'ils peuvent, mais ne prenons pas ça à la rigolade. C'est pas une zone de non-droit, c'est des zones dans lesquelles il y a des difficultés et les mesures qui ont été prises ont produit. Je ne parlais pas de celle-ci à partir, mais je vous pose la question est-ce qu'il existe pour vous des zones de non-droit en France? Qu'est-ce que c'est une zone de non-droit? Oui, il y a évidemment, il y a des zones dans lesquelles il est très difficile pour les services de police de pénétrer. C'est une réalité. Chacun le sait, chacun le voit. Mais vous voyez, dans ces fameuses cités, je ne sais pas si c'est le cas de la vôtre, mais
les caméras de vidéosurveillance, qui ont été tellement discutées avant d'être installées, jouent un rôle évident dans le domaine qui est le leur, c'est-à-dire de la surveillance, et donc de la baisse de la délinquance, parce que, effectivement, les policiers travaillent beaucoup plus rapidement quand ils ont les informations venues de ces caméras. Bien sûr, mais elles font ce qu'elles peuvent faire, et seulement ce qu'elles peuvent faire, ça ne remplace pas les hommes. A posteriori, nous en sommes d'accord. Il n'empêche que le problème des policiers, c'est qu'on leur fasse aussi confiance. Aujourd'hui, les policiers, par rapport aux gendarmes, on leur demande d'apporter la preuve que la présomption d'innocence en cas de réaction de leur part soit effective. Et évidemment, ça ne concourt pas à améliorer leur morale. Il y a 2 ans qu'on en parle. Il y a 2 ans que le ministre de l'Intérieur dit « on va étudier cette question ». Il y a 2 ans qu'on n'avance pas. Gilles Finkielstein, est-ce que selon vous, et je voudrais vous faire arriver à un débat un peu plus large, il y a un clivage profond, droite-gauche, 2 visions de la société? On va écouter à ce sujet les propos d'un élu socialiste. Il est sénateur, il s'appelle Michel Berson, c'est un élu de l'Essonne, et lui replace les extrêmes violences de Viry-Châtillon dans un contexte beaucoup plus large, en particulier pour les solutions à apporter. On l'écoute. Je pense que le problème de fond, c'est un travail de long terme, travail d'éducation, travail de formation. Il faut que l'école, il faut que les associations dans ces quartiers, eux aussi, disposent de moyens supplémentaires pour que l'on puisse donner un avenir à ces jeunes. Car c'est là le vrai problème. Ces jeunes ne sont pas d'avenir. Et donc, ils commettent, avant des délits, maintenant malheureusement des crimes. On a vraiment l'impression de 2 visions. Ce sénateur socialiste, cet élu, je caricature peut-être un petit peu, mais rappelle le rôle pédagogique, l'école, etc., quand d'autres vont dire la fermeté, l'autorité, le pouvoir judiciaire, les condamnations. Mais qui ne peut pas être d'accord sur l'importance du rôle de l'école et des associations? Et en même temps, qui peut penser que seul le rôle de l'école et des associations peut résoudre des problèmes comme ça? Donc il faut savoir marcher, et je crois que la gauche sait le faire, et je ne suis pas sûr que ce soit un sujet de divergence entre la gauche et la droite. On n'est pas obligé d'être en désaccord sur tout. Il faut savoir marcher. Quand on entend la droite en ce moment, il faut savoir marcher. On est en période sensible. J'ai cru comprendre qu'il y avait des primaires bientôt et des élections un peu plus tard. C'est pas étranger à ça. Mais il faut savoir marcher sur ses 2 pieds. Et donc il y a une action de la police et de la justice d'un côté, et puis il y a l'action de l'école, des associations de l'autre. Et ça serait. On a l'impression qu'on boite en marchant beaucoup en ce moment. Oui, parce que tout de même, ce que vient de dire le sénateur, il le disait il y a 5 ans, il le disait il y a 10 ans, il le disait il y a 15 ans et même il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, nous avions, pour prendre un simple chiffre, 90 000 mineurs impliqués dans des affaires de crimes et de délits. En 2000, nous en avions 170 000. Aujourd'hui, c'est 240 000 ou 230 000. Bref, ça ne cesse pas, bien que il y ait les associations, bien qu'il y ait eu les grands frères, bien qu'il y ait eu les crédits, bien qu'il y ait eu les îlotiers, etc. Tous ces systèmes... Il y a beaucoup de réactions là, sur les réseaux sociaux qui vous disent oui, mais à force de réduire les effectifs des forces de police sous la droite, et bien à long terme, on paye toujours. Oui, mais ça, la gauche, pour ça, a su très très bien faire en mettant tout sur la réduction des effectifs, qui était quand même extrêmement limitée dans ces endroits-là. Et en tout cas, la délinquance n'a pas cessé, quels qu'aient été les gouvernements de droite et de gauche. Alors c'est vrai, et c'est une question qui est posée désormais aussi à la droite pour l'avenir. Et donc un enjeu évidemment de cette campagne. Plus largement, il y a depuis un certain temps, je voulais avoir votre avis sur ce sujet, Gilles Finkielstein, de nombreux livres, des écrits sur le danger, je vais faire très attention à ce que je dis, d'un enchaînement de l'ultraviolence qui donnerait une sorte de continuum tragique, une sorte de scénario noir. Est-ce que vous l'excluez en lisant une interview dans Le Figaro? Je crois que c'est Régis Debray qui a parlé d'une vaste blague. Mais si on reprend par exemple les propos je crois que c'est le directeur de la DGSI, il n'y a pas très longtemps, Patrick Calvar, il pointe lui le risque d'un affrontement beaucoup plus large dans la société. On a connu ça, hein. On a connu il n'y a 2005. Pas si longtemps. 2005, c'était il y a 10 ans où les banlieues se sont enflammées. Et donc, je pense qu'on est moins que jamais à l'abri d'une situation comme celle-là. Il faut le regarder avec lucidité. En même temps, je trouve que les Français, dans leur ensemble, traversent les périodes difficiles que nous vivons avec les attentats et font preuve de beaucoup de sang-froid. Donc,
Voilà, on a les deux qui coexistent, mais on a une situation qui est une situation tendue, une situation qui est difficile, et je crois qu'il exige de la part de l'ensemble des acteurs, et y compris et d'abord des responsables politiques, de faire plus que jamais attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils proposent dans la période. Oui, à condition... On va être presque d'accord avec François Dorcival, allez. Mais à condition de ne pas... tout masquer, je veux dire, à condition de dire les choses quand même quand elles méritent d'être dites. Il est clair que quand le ministre de l'Intérieur qualifie de sauvageons la dizaine de barbares... Je crois que Gilles Finkelstein est d'accord pour dire que c'est un mot vraiment malheureux. Non, mais c'est un mot malheureux. Oui, nous sommes d'accord. Je pense qu'on peut faire... masque autre chose, c'est le désir qu'il avait de ne pas aggraver par les mots une situation qu'il était déjà. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on fait attention à tout, et en définitive, ça explose quand même. Donc attention au déni de réalité. Exactement. Entre le principe de précaution et le déni de réalité. On peut critiquer la politique qui est conduite par le gouvernement et par le ministre de l'Intérieur. Je pense que le reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est d'être dans le déni de réalité. Depuis qu'il est à ce poste, je crois qu'il a eu de quoi faire. Il a montré, il a eu de quoi faire, il a surmonté, il a affronté des épreuves. Même s'il est très critiqué ces derniers temps. Oui, il est très critiqué. Eh ben, écoutez, il y avait une sorte de... Eh ben, je le défends. Un état de grâce au départ, il ne l'a plus du tout. Vous le défendez. C'est dit. Voilà. François Dorcival, vous êtes d'accord? Peut-être qu'on va conclure sur ce sujet? Non, ce que je crois, c'est que conclure, c'est effectivement une affaire de fond, certes de longue haleine. Il ne faut pas s'abriter devant l'idée de longue haleine pour ne rien faire. Et que ce soit pour la gauche comme pour la droite. Exactement. D'ailleurs, Et nous attendons d'ailleurs les réponses que les candidats de droite nous donneront jeudi à ce propos. Et vous savez, vous aurez l'occasion de le voir, notamment sur Public Sénat, puisque nous rediffusons le débat. C'est une édition spéciale, j'en profite pour le préciser à nos téléspectateurs, de 19h30 à minuit et demi. Nous sommes ensemble pour vivre cette primaire de la droite. Merci à vous. Restez avec nous, messieurs. On va découvrir ensemble. C'est l'heure de la revue de presse. On va découvrir quelles sont les unes de vos quotidiens demain. On va commencer avec Le Figaro. Le Figaro, justement, Nathalie Kosciusko-Morizet et son projet pour une nouvelle société française à découvrir. Et puis, surtout, Paris-Moscou, le grand coup de froid après le report s'inédié de la visite de Vladimir Poutine. Autre une, Les Échos avec Samsung, assommé par un fiasco historique, vous en avez entendu parler. Le numéro 1 mondial du mobile arrête la vente de son smartphone défectueux. L'incident qui lui coûtera plusieurs milliards d'euros écorne bien évidemment sa réputation. La Croix qui revient sur Calais. Et maintenant, l'opération de démantèlement de ce que l'on appelle la jungle de Calais pourrait commencer dès le début de la semaine prochaine avec beaucoup de difficultés. Oui, vous vous souvenez que le défenseur des droits avait pointé une situation délicate pour les migrants. Libération et le jeu des 7 différences. Primaire à droite, regardez, ils sont tous là, les 7 candidats, 7 mercenaires, pourrait-on dire. Nous verrons comment cela va se passer. Quelles sont les différences? C'est à lire dans votre quotidien. Voilà pour cette revue de presse. Merci encore, messieurs. On arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Comme tous les mardis, à suivre, vous le savez, ce sont les moments choisis de l'émission L'épreuve de vérité. L'invité ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Quant à moi, je vous retrouve demain avec plaisir. Belle fin de soirée en notre compagnie.